Bonjour, je m'appelle Biram Souley Diop. Je suis vice-président du parti PASTEF, dirigé par le président Ousmane Sonko au Sénégal, et je suis dans Politics. Bonjour, Bonjour, pouvez-vous vous présenter? je m'appelle Biram Souley Diop. Je suis vice-président du parti PASTEF, patriote africain du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, dirigé par le président Ousmane Sonko au Sénégal. Vous êtes arrivé à l'Assemblée nationale lors de la dernière élection législative. Comment les élections se sont déroulées? Quels souvenirs gardez-vous de ce rendez-vous électoral crucial pour votre parti politique, PASTEF, les Patriotes? Mais c'est vrai, ce sont ces élections-là qui nous ont permis d'être à l'Assemblée. Pour revenir un peu sur le déroulement des élections, c'était des élections pour le moins mal organisées, avec une volonté manifeste du pouvoir en place d'empêcher la liste que nous avions à ces élections-là de candidater. La conséquence est que notre liste majoritaire, les titulaires, donc c'était composé par les leaders des partis. Cette liste-là a été rejetée au dernier moment, avec une interdiction de pouvoir les faire concourir à l'élection. Ce qui a fait que sur la liste majoritaire, donc la liste qui compétissait à l'échelle nationale, nous avons eu des suppléants. On ne le regrette pas, bien entendu, parce que à l'Assemblée nationale, il y a eu un ballotage. Donc en valeur absolue, en valeur relative, nous nous sommes retrouvés avec 82 députés de l'opposition contre 83 pour le pouvoir, parce que l'Assemblée fait 165 députés. La coalition a eu 53 députés. Elle était partie en intercoalition avec un autre groupe de l'opposition qui se retrouve avec 27 députés et il y a 2 députés non inscrits. Ça veut littéralement dire qu'il y avait, au terme de l'élection, malgré tout ce qui a été fait comme action par le pouvoir pour nous empêcher de candidater avec nos leaders et responsables du parti et des partis composant la coalition, nous avons eu une majorité qui amène le pouvoir en ballotage. Et réellement, si les résultats n'avaient pas été truqués et tronqués, le pouvoir en place devait se retrouver simplement entre 74 et 78 députés. Bon, maintenant, en valeur relative, il faut se rendre compte que le pouvoir en place n'est plus majoritaire. Le pouvoir en place, au terme des élections, se retrouve avec 46% de l'électorat, alors que l'opposition regroupée, donc si on fait l'agrégat des résultats de l'opposition se retrouve avec 56%. Le premier constat qu'on peut en tirer, c'est que entre la date d'élection du président Macky Sall et aujourd'hui, il a perdu 20 points à l'élection. Donc c'est la conséquence simple qu'il faut en tirer à la suite des élections, c'est que Macky Sall est devenu minoritaire au Sénégal et l'opposition est devenue majoritaire. L'élection présidentielle arrive à grands pas. Le président Macky Sall, justement, dont vous étiez en train de parler tout à l'heure, est à son second mandat consécutif. Mais pour un troisième mandat où il dit oui ni non, mais on sait quand même sa position par rapport à ce qui se passe actuellement sur le plan politique au Sénégal. Un probable troisième mandat pour le Sénégal, est-ce un recul démocratique? De toute façon, vous avez bien posé la question, vous avez dit qu'il est à son second mandat. De toute façon, quand on comprend bien le français, quand on dit second, c'est parce qu'il n'y a pas de troisième. Donc, vous avez bien dit second mandat, parce qu'effectivement, la Constitution dit nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Ce principe-là, il a été posé dans la Constitution de 2001.
que le président Abdoulaye Wade avait fait voter quand il est arrivé au pouvoir. Je rappelle simplement qu'en 2011, quand Abdoulaye Wade a voulu faire un troisième mandat, donc une troisième candidature, le président aujourd'hui qui cherche à faire cette troisième candidature-là a participé à tous les combats démocratiques qui ont été menés. Et c'est lui-même qui déclarait que si Abdoulaye Wade pose sa candidature, il demandera à ce qu'on marche sur le palais pour le faire sortir du palais. Donc il s'est battu contre un président parce que ce dernier voulait faire un troisième mandat. Aujourd'hui, il a été élu sur les cendres de ces combats-là, avec 11 morts. Ben écoutez, 12 ans après, il nous ramène à cette même histoire, à ces mêmes combats. Ce qui change, ce sont les hommes qui portent le combat, mais c'est le même combat. Donc c'est 12 ans qu'on a passé en espérant avancer, mais le recul démocratique, il est manifeste. Et je rappelle également qu'en 2016, il a fait faire un référendum pour, dit-il, consolider la Constitution de 2001. On ne peut pas consolider une constitution à la déconstruisant, consolider une interdiction de plus de 2 mandats consécutifs, c'est poser juste les jalons pour que le débat ne se repose plus. Donc ça veut dire que ce débat-là, on est en train de le poser. Il sait très bien qu'il n'a pas le droit à une troisième candidature. Le débat, ce n'est pas un problème de troisième mandat, en vérité. C'est un problème de troisième candidature. Il n'a pas le droit de le faire. Maintenant, on le connaît naturellement. Il aime le forcing, il va faire un forcing. Et dans le cadre de ce forcing-là, il a une arme redoutable, qui est la justice, parce que il va travailler avec la justice pour faire valider cette troisième candidature, comme l'avait fait le président Abdoulaye Wade, parce qu'il a été éduqué dans ce sens-là. Donc, c'est la situation que nous avons. Les emprisonnements, les interdictions de manifester. Aujourd'hui, les leaders politiques de l'histoire politique du Sénégal, il n'y a jamais eu autant de leaders politiques emprisonnés en 12 ans. Justement, depuis 2 ans, le nombre de détenus politiques a augmenté. La plupart, voire tous, la plupart en tout cas, appartiennent à votre parti PASTEF. Quelle lecture faites-vous de cet état de fait? Mais écoutez, avec tout le respect que l'on doit à toutes les organisations avec qui nous partageons la scène de l'opposition sénégalaise, c'est vrai que depuis 2014, toutes les attaques sont faites contre PASTEF. Je rappelle qu'une de nos militantes a été assassinée sauvagement chez elle. Une plainte a été déposée, il n'y a eu jamais de suite. Il y a eu énormément d'attaques contre les sièges de PASTEF. Jamais il n'y a eu de réponse. Nos cortèges pendant les élections présidentielles ont été attaqués. Des plaintes ont été déposées, il n'y a jamais eu de réponse. Ousmane Sonko a été attaqué à plusieurs reprises. Il a été traité de tous les noms d'oiseaux sur la place publique. Des appels au meurtre ont été faits par des députés, par des leaders du pouvoir contre la personne d'Ousmane Sonko. Jamais personne n'est sorti pour s'exprimer en défaveur de cela et la justice n'a pas réagi. Pourtant, il aurait suffi simplement que moi-même, que n'importe quel militant du parti, vous le constatez vous-même, simplement parce qu'il aura dit que nous n'accepterons pas ce qui se passe. Je parle de Nitdoff, je parle de Fadilou Keïta, je parle de Pape Ousmane Seck, je parle de Pape Mamadou Seck, je parle de la dame Amidia, je parle, etc. La liste elle est longue et non exhaustive. Et donc, énormément de morts. Depuis que Macky Sall est là, il n'y a jamais de réponse. Énormément de détenus politiques. Et en 2 mois, il y a quasiment 160 personnes qui ont été amenées en prison. Mais ce n'est pas comme ça qu'il pense qu'il va effrayer les gens, parce que aujourd'hui, les Sénégalais sont convaincus que leur détermination, leur volonté politique est plus forte que la force de la police, la force de la gendarmerie, les meurtres perpétrés, les disparitions d'agents de services de sécurité et même les emprisonnements et autres. La population est déterminée et nous savons que si on le laisse faire, il va imposer une monocratie, une monarchie au Sénégal. Ce ne sera pas accepté parce que le Sénégal fait partie des vitrines démocratiques de l'Afrique. Il sera trop petit pour nous ramener derrière. Votre leader politique Ousmane Sonko, qui est maire de Ziguinchor aussi, dit être victime de complot d'État suite à une accusation de viol de la part d'une masseuse au nom d'Adji Sarr. Il parle d'acharnement, de violation de ses droits, de liquidation politique. Récemment, il a alerté l'opinion internationale sur le fait que le président Macky Sall le persécute, que sa vie est menacée. Vous pensez que votre leader est persécuté?
Il n'a pas besoin, lui, Ousmane Sonko, de le dire. Parce que cette situation-là, nous la vivons ensemble avec lui. Et je précise encore, ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis 2014, ceci a commencé. Je rappelle qu'en août 2016, il a été, par le décret de Macky Sall, radié, révoqué de l'administration du Sénégal. Je rappelle que, je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu énormément d'appels au meurtre faits contre sa personne. Je rappelle à ceux qui nous écoutent et nous suivent que sa maison est assiégée par toutes sortes d'appareils, de véhicules banalisés, mais de véhicules de renseignement. Je rappelle qu'il est suivi par des motos chaque fois qu'il fait ses déplacements. Je rappelle aussi qu'il a été traité de rebelle, qu'il a été traité de djihadiste, qu'il a été traité de salafiste. Et tout ceci, quand la population n'a pas voulu répondre, accepter toute cette manipulation, énormément de tentatives, d'autres tentatives ont été faites. Je pense que vous connaissez cette société secrète qui travaille pour certains pouvoirs et qui a déclaré en 2019 avoir travaillé pour la candidature du président Macky Sall. Et ils sont en train de... C'est une société secrète qui est connue pour travailler dans la désinformation et dans la salissure des profils des candidats s'opposant au pouvoir qu'ils défendent. Ça aussi, on le sait. Je pense que le pouvoir politique sur place a été interpellé sur cette question-là. Et sur les deux derniers, sur le dossier dont vous venez de parler, tout le monde sait toute la manipulation qu'il y a eu derrière. Ils ont voulu en faire un dossier judiciaire, alors que tous les faits, je dis même l'enfant né aujourd'hui au Sénégal, a fini de comprendre que c'était un jeu de manipulation pour ne serait-ce qu'empêcher Ousmane Sonko d'être candidat. Un dossier vide, avec des acteurs nuls, avec une justice partisane, avec un pouvoir politique qui a la main dans ce dossier-là. Fondamentalement, ça ne peut produire que ce que nous avons constaté. Et je le dis, sur ce dossier, vous avez vu le gendarme instructeur, quand il a produit son rapport, ce qui s'est passé, il a été chassé de la gendarmerie, quasiment. Pourquoi? Pour quelle raison? Le médecin a dit que ce qui était l'accusation, donc les faits qui ont été à la base de la plainte qui a été déposée, n'ont jamais existé. Les témoignages n'ont jamais été à charge contre Ousmane Sonko. Donc, en fait, c'est le b.a.-ba du droit pénal qui est saccagé ici. Parce que le droit pénal est assis sur ce qu'on appelle le droit fondamental de la preuve. Et ici, dans les droits de la preuve, c'est les premiers éléments, c'est les témoignages, c'est les faits, c'est les preuves. Tout ceci concourt à dire que tout ce qui a été dit ici n'existe pas. Et vous voyez, ils insistent, ils veulent en faire un dossier judiciaire. Je pense qu'ils ont compris que ce dossier ne marchera pas. Voilà pourquoi ils cherchent à s'attacher à ce second dossier, parce qu'en vérité, Ousmane Sonko, il a 5 dossiers devant la justice. Alors, à côté de ce dossier, donc, il y a 4 autres dossiers. Il y a ce dossier donc, de rébellion, parce qu'il a un dossier, le procureur devenu responsable de l'OFNAC, l'Office national de lutte contre la corruption, avait instruit un dossier de rébellion contre Ousmane Sonko. Ce dossier-là est en cours. Il y a le dossier d'appel à l'insurrection. Il y a le dossier donc, de policier qui a déposé plainte contre Ousmane Sonko pour menace sur sa vie. Et enfin, il y a ce dossier de Prodac, où un ancien ministre de la République, redevenu ministre à la circonstance du dernier gouvernement qui a été installé, qui dépose une plainte parce que, dit-il, Ousmane Sonko l'a diffamé et le procureur en a profité, comme aujourd'hui ça se passe au Sénégal. On dépose une plainte contre vous, mais lui, il charge le dossier de sorte à pouvoir ne jamais vous faire échapper à une sanction. C'est également un dossier vide encore, mais vous savez, il y a quelques années, il y a cette réforme du code électoral qui a empêché Khalifa Sall d'être candidat, qui a empêché Karim Wade d'être candidat, et qu'on veut faire peser comme une épée de Damoclès sur la tête de Ousmane Sonko en disant, la conséquence elle est simple, hein, si Ousmane Sonko est condamné avec un sursis, si Ousmane Sonko est condamné ne serait-ce qu'avec une amende de 300 000 francs, il ne pourra pas candidater à l'élection présidentielle.
Donc voilà tout ce qu'il y a derrière. Et aujourd'hui, on a une justice qui est complice du forfait de l'État. Parce qu'un dossier qu'on présente au tribunal, les avocats n'ont pas les éléments du dossier pour organiser la défense de celui qui est accusé. Il leur remet le dossier séance tenante sur place et il leur dit hic et nunc, donc 30 minutes après, venez plaider le dossier. Alors qu'il y a des avocats qui venaient de se constituer et qui n'avaient pas les éléments du dossier. Voilà ce que l'on appelle au Sénégal une distribution de la justice. Quand un homme politique, quand les faits concernent, quand les accusations concernent un homme politique, une justice d'accélération, voilà ce que nous avons et il faut le dire. Et tout ceci ne passera pas parce qu'il craint tellement Ousmane Sonko, tellement peur qu'il ne soit candidat en 2024. Mais Inch'Allah, il ne peut pas lui empêcher d'être candidat à ces élections-là. Et on le souhaite, on l'espère bien. On travaillera pour ça, d'arrache-pied, pour qu'en 2024, Ousmane Sonko soit élu président de la République du Sénégal. Il y a des appels à manifestation pacifiques qui vont se dérouler le 14, le 15, le 16, on ne sait pas encore parce qu'il y a son rendez-vous auprès du tribunal de Dakar. Quelle est vos positions et quelle est la température au niveau du Sénégal actuellement? Alors, c'est vrai, il y a ces appels à manifester. Je voudrais juste attirer l'attention également de ceux qui nous suivent. Qu'il y a quelques jours, une manifestation avait été organisée dans le département de Keur Massar. Cette manifestation a réuni presque 300 000 personnes. À la fin de la manifestation, il n'y a pas eu de débordement. J'ai vu personnellement des gens perdre leur porte-monnaie. On les a cherchés. On leur a remis leur porte-monnaie sur place. Des gens ont perdu des téléphones, 2 téléphones ont été perdus. Les gens se sont débrouillés pour rendre ces téléphones-là à leurs propriétaires pour une manifestation de l'opposition qui a été autorisée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en réalité, ceux qui sèment le désordre, ce n'est pas ceux-là qui veulent marcher. Parce qu'ils ont un discours à faire passer. Ils ont un message à faire passer et la Constitution le permet à travers le droit de marche qui n'est pas soumis à une autorisation mais qui est juste soumis à une déclaration. Maintenant, vous vous rendez compte, ils passent leur temps et quand vous les entendez parler, ils passent leur temps à interdire les manifestations de l'opposition mais ils disent voilà, donc sur 100% de demandes qui a été introduite, 99% ont été autorisées. Mais écoute, les manifestations de l'opposition sont systématiquement interdites. Maintenant, il faut qu'ils choisissent Macky Sall de mettre toute l'opposition dans la prison ou d'accepter le libre jeu démocratique. Le 14, effectivement, il y a un giga meeting de l'opposition qui sera organisé. Autorisé ou pas, elle se tiendra parce qu'il ne peut pas, lui, quand il veut, aller faire ses randonnées politiques, pouvoir les faire tranquillement, utiliser les ressources de l'État, utiliser les véhicules de l'État, utiliser la sécurité de l'État, le carburant, le cortège, utiliser tout cela pour se déplacer dans les départements. Et quand il y va, il fait de la politique. Donc, parce qu'il est parti à Sédhiou pour dire qu'il était en colère contre eux parce qu'ils n'ont pas voté pour lui. D'accord? Ça c'est quoi? Ça c'est de la politique, non? Ça n'a rien à voir avec l'État. L'État ne connaît pas le vote. L'État connaît le citoyen et tous les citoyens sont égaux devant la loi. Alors s'il peut se permettre de dire cela, dites-moi, de quel droit il devrait, lui, avec son ministre de l'Intérieur, interdire à un parti d'opposition, à une coalition de l'opposition, à la société civile de se réunir en un moment donné, en temps T0, pour une circonstance déterminée, délivrer un message et rentrer tranquillement chez eux. Pourquoi ils devraient l'interdire? Et ils passent leur temps à interdire les manifestations. Cette manifestation du 14 se tiendra à Dakar. Et le 15, une série de marches sera organisée. Interdit ou pas, ces marches-là se dérouleront tranquillement. Et le soir, les gens rentreront chez eux. Maintenant, s'ils pensent qu'il peut mettre tout le monde en prison, il faudra qu'il en construise d'autres prisons. Parce que les gens sont déterminés. Les citoyens qui ont combattu le pouvoir pour le mettre, lui, au pouvoir aujourd'hui, sont encore là. Les cendres ne sont pas éteintes. Je dis bien, les cendres de ce combat-là ne sont pas encore éteintes. On remettra
le pied à l'étrier. On reprendra ce combat-là parce qu'au soir, c'est le peuple qui gagnera. Vous avez parlé tout à l'heure des actions que les patriotes font durant les manifestations, le fait de perdre son portable et qu'on le retrouve, sa bourse aussi. C'est ça que le parti PASTEF, les patriotes, apprend aux patriotes. Quelle est la philosophie? Non, la philosophie, elle est simple. Toute cette philosophie-là se retrouve dans la devise du parti, le don de soi pour la patrie. Nous sommes convaincus que pour refaire le visage de cette nation, nous sommes convaincus que pour effacer les balafres sur le visage de ce peuple-là fait par l'homme qui est au pouvoir, il nous faut une attitude déterminée, pas de complaisance, mais faite de pragmatisme, de détermination, de volonté, de justice et de reddition des comptes. Mais ça aussi, il faut l'enseigner aux citoyens. C'est l'occasion de dire que nous avons donc une école du parti qui forme le militant à tout ceci. Dire ce qu'il a à dire, mais être un modèle de citoyen. Être un modèle de citoyen, c'est aussi dire la vérité, c'est aussi s'engager, mais ne pas avoir peur. Évidemment, quand on organise une manifestation, mais on s'organise toujours pour nettoyer les places, pour éviter les troubles, pour respecter toutes les prescriptions. Et c'est sur ce terrain-là que nous appelons nos militants et c'est sur ce terrain-là qu'ils sont. Moi, je me réjouis de la chance que le bon Dieu nous a offert d'être militants de ce parti. Parce que nous avons l'habitude de dire que le grade le plus important dans ce parti-là, c'est simplement le grade du militant. Et je suis, comme tous les militants du parti, un simple militant du parti, engagé pour cette cause, pour cet enseignement-là, pour cette formation-là et pour être de bons serviteurs de la nation. Nous arrivons à la fin de notre entretien. Avez-vous un message précis à lancer? Oui, je dirais déjà aux partenaires du Sénégal qui suivent ce qui se passe. S'ils ont un mot pour raisonner l'apprenti dictateur, il faut qu'ils le fassent avant qu'il ne soit trop tard. Mais je dirais à nos citoyens et au peuple sénégalais, les combats qu'ils ont menés pendant des années et qui nous ont permis d'avoir cette nation-là qui a construit les vitrines de la démocratie en Afrique, de se tenir debout parce que devant les tyrans, parce que devant les brimeurs, parce que devant les détourneurs, on ne baissera pas les bras, on restera debout pour gagner encore. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la victoire nous est promise. Et au soir du 25 février, le changement pour lequel nous avons créé PASTEF aura lieu avec notre candidat, le président Ousmane Sonko.